Bienvenue, nos chers élèves de la 3e année secondaire. Alors, on vous attend aujourd'hui pour travailler ensemble. Alors, soyez prêtes, s'il vous plaît. Dans cette séance, nous allons travailler la compréhension écrite, la grammaire, la lecture suivie le conte de Monte Cristo et les situations. Il y a encore la traduction version et thème. Compréhension numéro 1. École, école. L'école maternelle, elle est gratuite. Elle n'est pas obligatoire, mais tous les enfants y vont. L'école primaire, elle est obligatoire. Elle est gratuite, sauf dans l'enseignement privé. Et ça fait 10% des élèves. Cours préparatoire, cours élémentaire, première et deuxième année, cours moyen, première et deuxième année. Alors, ici, le mot maternelle veut dire école pour les enfants de 2 à 6 ans. Gratuit que l'on donne sans se faire payer. Obligatoire qui est imposé. Le contraire, c'est facultatif, c'est-à-dire au choix, qui n'est pas obligatoire. Alors, on continue. Le collège de la classe de 6e à la 3e. On a encore les lycées. Lycée d'enseignement général, lycée technique, lycée professionnel. Les lycées professionnels préparent à des professions de techniciens ou d'artisans. Les meilleurs élèves peuvent passer un baccalauréat professionnel, 40 spécialités. Alors, un technicien, c'est une personne spécialisée dans une technique particulière. Un artisan, c'est personne qui fait un travail manuel. Alors ici, on vous montre la différence entre l'école maternelle, l'école primaire, le collège, les lycées. Après le baccalauréat, l'université, lettres et sciences humaines, sciences, droit, sciences économiques, médecine, pharmacie. Études et diplômes, DUG, diplôme d'études en 2 ans, licence en 1 an, doctorat en 2 ans. Le DESS, diplôme d'études supérieures spécialisé en 1 an. Aussi, ça c'est un autre sigle. Sigle, c'est-à-dire on prend la première lettre de chaque mot et on forme un autre mot. Les IUT et les IUP, c'est-à-dire les instituts universitaires de technologie ou les instituts universitaires professionnels. 2 ou 3 ans d'études de formation professionnelle. Alors, la maîtrise en France, diplôme supérieur du second cycle universitaire. Les écoles pour la formation professionnelle. Il en existe beaucoup. Par exemple, les IUFM, Institut universitaire de formation des maîtres. Alors ici, ce sont les écoles pour les formations professionnelles, c'est-à-dire quand on veut, par exemple, arriver à une profession qu'on veut, qu'on demande, alors on se dirige vers les écoles pour la formation professionnelle, selon la profession qu'on désire.
Les écoles supérieures et les grandes écoles, elles forment les ingénieurs, les cadres, les hauts fonctionnaires. ENA, École nationale d'administration, École polytechnique. Alors ici, le mot cadre, c'est personne qui est responsable dans une entreprise qui encadre des salaires. Un fonctionnaire, c'est personne employée par l'État et qui travaille dans l'administration publique. École polytechnique, c'est école supérieure qui forme des ingénieurs de très haut niveau. En France, elle fait partie de grandes écoles. Alors, combien de genres de lycées y a-t-il en France? Nommez-les. Alors, il y a 2 genres, lycée technique et lycée d'enseignement général. Très bien. 3 genres, lycée d'enseignement général, lycée technique et lycée professionnel. 4 genres, lycée technique, lycée d'enseignement général, lycée professionnel et lycée scientifique. 5 genres, lycée d'enseignement général, lycée technique, professionnel, scientifique, enseignement de lettres. Alors. C'est la réponse numéro B. Très bien, c'est la réponse numéro B. Très bien. Vous pouvez continuer, Madame Nermine? D'accord. Alors, l'école primaire en France est-elle obligatoire et est-ce qu'elle est gratuite? Alors, la première réponse, c'est elle est obligatoire et gratuite, sauf pour 10% seulement. Et alors, ou bien, numéro B, elle n'est ni obligatoire ni gratuite. Numéro C, elle est obligatoire, mais elle n'est pas gratuite. Et numéro D, elle n'est pas obligatoire, mais elle est gratuite. Je crois que c'est la réponse numéro A. Oui, c'est obligatoire non. et gratuite, sauf 10%, c'est l'enseignement privé. Oui, excellent. Alors, pour la troisième question, à quoi préparent les lycées professionnels? Est-ce que c'est à des professions de professeurs ou à des professions de comptables ou à des professions de techniciens et d'artisans ou à des professions de médecins? C'est la réponse C, à des professions de techniciens et d'artisans. Oui, excellent. Oui, c'est vrai. Et quels élèves peuvent passer le baccalauréat? Est-ce que ce sont les, numéro A, les meilleurs élèves ou ce sont les élèves de niveau moyen ou tous les élèves, même les faibles, ou les meilleurs élèves et ceux de niveau moyen? Les meilleurs élèves. Oui. Ce n'est pas n'importe quel élève qui va passer le baccalauréat. Seulement les meilleurs. Et quelles études y a-t-il après le baccalauréat? Est-ce que il n'y a pas d'études après le bac? Ou d'une part, il y a l'université, puis les diplômes, puis la maîtrise, puis le doctorat, et enfin un diplôme supérieur spécialisé. Et d'autre part, il y a les écoles supérieures et celles pour la formation professionnelle. Ou numéro C, il y a l'université seulement. Ou numéro D, les écoles supérieures et celles pour la formation professionnelle seulement. Je crois que c'est numéro B. Oui, la plus grande réponse. Oui, la plus longue, oui. Et c'est l'université, puis le diplôme, puis la maîtrise, puis le doctorat, et enfin un diplôme supérieur spécialisé. Et pour les écoles supérieures, il y a la formation professionnelle. Oui. Et maintenant, nous avons une question ouverte. Alors, vous allez passer le baccalauréat. Qu'allez-vous faire après? Et expliquez votre choix.
On peut vous aider par des idées, par exemple. Vous pouvez parler des études, de la bourse d'études gratuite, des diplômes, des métiers que vous désirez. Et est-ce que vous pouvez partir à l'étranger, par exemple? Oui, pour moi, j'ai souhaité avant de travailler tout de suite après les diplômes universitaires et ce que s'est passé déjà. Mais si on retourne un peu en arrière, alors je préférais partir à l'étranger. Ça va beaucoup différer. Oui. Et maintenant, le synonyme de obligatoire, est-ce que c'est certain, est-ce que c'est nécessaire, ou bien imposé, ou bien libre? Non, c'est imposé. Oui, comme nous avons vu dans le contexte. Oui. Et l'antonyme de gratuit, est-ce que c'est l'antonyme, c'est-à-dire le contraire? Est-ce que c'est payant ou désintéressé ou donné ou absurde? Non, c'est payant. Oui, excellent. Et l'antonyme de obligatoire, est-ce que c'est forcé ou facultatif ou sûr ou obligé? Non, c'est facultatif. Oui, C'est-à-dire selon au le choix. contexte. Oui, selon Oui. le contexte. Oui. Oui. Alors, nous avons une deuxième compréhension ici. Elle s'intitule « La parole est aux parents ». Comment réagissez-vous aux exigences de vos enfants? Nous allons voir plusieurs exemples. La première, c'est pour Isabelle Monscourt, 42 ans, attachée de direction à Charenton, 94. Elle dit « Je n'ai pas vraiment de recette miracle. Cela vient surtout de l'éducation qu'on leur donne. On peut faire plaisir de temps en temps, mais il faut savoir faire attention. Ma fille de 4 ans veut des collants Barbie, mais si je ne mets pas le holà, ce sera les chaussures de sport à 130 € dans quelques années. Je cède parfois à ses caprices pour avoir un peu la paix. Peut-être ai-je tort. Alors, réagissez ici, c'est le verbe réagir, c'est agir avec force et insistance. Les exigences, c'est ce qu'une personne demande. Et pour miracle, c'est un événement extraordinaire que l'on croit reconnaître une intervention divine. Mettez le holà, c'est-à-dire c'est stopper ou arrêter. Et un caprice, c'est une attitude non raisonnable. Le deuxième exemple ici, c'est pour Gilles Ziller, 54 ans, enseignant à Nancy, 54. Il dit « C'est assez difficile. Mon fils a 12 ans et je crois qu'il y a un problème de génération entre nous. Je commence à manquer de patience. Le temps peut monter très vite. Je ne lui ai que 2 corrections dans sa vie et je me suis excusée après. J'essaye de faire preuve de fermeté, mais c'est dur. Les enfants baignent dans une culture de la violence et dans une société de consommation. » Alors ici, le ton, c'est-à-dire le degré de la voix, la tonalité. Et pour la fermeté ici, c'est une qualité d'une personne qui a de l'autorité. Une personne ferme, une personne forte. Et le troisième exemple, c'est pour Didier Franck, 45 ans. Il est professeur, Clermont-Ferrand, 63. Il dit « Les conflits directs, c'est surtout ma femme qui les gère.
Nous avons 3 filles de 18, 15 et 12 ans. La plus têtue, c'est l'aînée. Les problèmes que l'on peut rencontrer avec elle tournent surtout autour des sorties. Elle essaye de voir la limite, mais sans s'opposer brutalement. Ma femme crie, moi je parle, mais ce n'est pas avec une discussion que l'on règle les choses, mais avec plusieurs. Alors, un conflit, c'est une opposition entre des sentiments ou des opinions, c'est-à-dire un désaccord. Et gère, ici c'est le verbe gérer, c'est-à-dire diriger ou contrôler. Têtu, qui refuse de changer d'avis. L'aîné, c'est-à-dire l'enfant qui est né le premier. Et l'enfant qui vient après, c'est-à-dire le cadet. Et le plus jeune enfant, c'est-à-dire le benjamin. Alors, pour les questions, quel âge a Isabelle Monscourt? Est-ce qu'elle a 48 ans ou 42 ans ou à 52 ans ou 22 ans? Non, je crois qu'elle a 42 ans. Oui, c'est vrai. Et quel est son métier? Est-ce qu'elle est secrétaire de direction ou est-ce qu'elle est assistante administrative ou est-ce qu'elle est attachée de direction ou est-ce qu'elle est assistante de direction? Non, elle est attachée de direction. Oui, excellent. Venons maintenant pour la question de quel problème parle-t-elle? Est-ce que parfois elle cède aux demandes de sa fille de 4 ans ou toujours elle s'énerve quand sa fille de 4 ans demande les colombes Barbie ou toujours elle n'arrive pas à arrêter les caprices de sa fille de 4 ans ou bien toujours elle n'arrive pas à bien agir avec sa fille? Oui, c'est numéro 1. Parfois, elle cède aux demandes de sa fille de 4 ans. C'est-à-dire, elle obéit à ses demandes. Oui. Et où habite Gilles Ziller? Est-ce que c'est à Charenton ou à Clermont-Ferrand ou à Toulon ou à Nancy? Non, il habite à Nancy. Oui, oui, c'est vrai. Toujours, on doit avoir recours au contexte pour bien répondre, oui. Et la 4e question, quel âge a son fils? Est-ce qu'il a 12 ans ou 14 ans ou 10 ans ou 22 ans? C'est 12 ans. Oui, c'est vrai, oui. Et de quoi parle-t-il dans ce texte? Son problème alors, est-ce qu'il sait très bien agir avec son fils? Ou est-ce qu'il ne s'entend pas bien avec son fils? Ou est-ce qu'il est très violent avec son fils? Ou que son fils l'humilie toujours devant les autres? Non, c'est qu'il ne s'entend pas bien avec son fils. Oui, il dit qu'il y a des problèmes de génération. Oui. Et où habite Didier Franck? Est-ce que c'est à Clermont-Ferrand ou à Toulouse ou à Nancy ou à Charenton? C'est à Clermont-Ferrand. Oui, la première réponse, oui. Et combien d'enfants a-t-il? Est-ce qu'il a 2 filles et un garçon? Ou est-ce qu'il a 3 garçons? Ou bien il a 3 filles? Ou il a 2 filles? Non, Quand on il a a 3 parlé de filles. l'aîné. Oui, Oui, quand on a parlé de l'aîné, et oui, nous avons dit qu'il y a 3 filles, oui. oui. Et quels sont les problèmes que pose la plus âgée? Est-ce que ce sont des problèmes tournant sur les sorties ou des problèmes tournant sur les dépenses ou des problèmes tournant sur les études ou des problèmes tournant sur sa relation avec avec ses sœurs? Non, sur les sorties. Oui, surtout les sorties. Oui. Oui.
Et le synonyme de réagir, est-ce que c'est influer ou s'opposer ou répondre ou marquer? Alors, c'est influer, c'est s'opposer, oui. S'opposer, selon le contexte. Selon le contexte, Oui, voilà. oui. Et le synonyme de exigence, est-ce que c'est demande ou nécessité ou contrainte ou sévérité? C'est demande. Oui. Et le synonyme de caprice, est-ce que c'est constance ou amour ou fantaisie ou désir? Alors, c'est désir, voilà. Oui, oui, très Oui. bien. Et le synonyme de ton, est-ce que c'est l'accent ou la manière ou la tonalité ou le style? Non, c'est la tonalité. Oui, le volume de la voix, oui. Oui. Et maintenant, avec le synonyme de fermeté, est-ce que c'est énergie ou courage ou dureté ou volonté? Non, c'est plutôt dureté. Oui. Et le synonyme de conflit, est-ce que c'est désaccord ou malentendu ou guerre ou manifestation? Non, c'est des accords. Oui. Ou une opposition, par exemple, oui. Et maintenant, l'antonyme de fermeté, est-ce que c'est élasticité ou mollesse ou faiblesse ou flexibilité, selon le contexte? Oui, c'est flexibilité. Oui. Parce que son antonyme, ça peut être mollesse aussi, Oui, mais oui, selon le contexte, ici, c'est flexibilité. oui. Et l'antonyme de conflit, est-ce que c'est la paix ou l'accord ou l'harmonie ou l'acceptation? Non, ici, c'est l'accord. Oui. Il y a toujours des petites nuances entre les mots, mais Oui. selon le contexte, on choisit le meilleur. Et l'antonyme de têtu, est-ce que c'est obéissant ou lâche ou peureux ou menteur? Non, c'est obéissant. Oui. Et l'antonyme de gérer, est-ce que c'est orienté ou abandonné ou immobilisé ou passé? Non, c'est abandonné. Oui. Oh, nous avons ici une troisième compréhension. Alors, elle s'intitule La vie de quartier. Elle est très simple, cette compréhension. Comme le poète Jacques Prévert, l'écrivain Georges Perec prend plaisir à faire de l'inventaire des choses de la vie quotidienne. La vie de quartier, c'est un bien grand mot. D'accord, il y a les voisins, il y a les gens du quartier, les commerçants, la crèmerie, le tout pour le ménage, le tabac qui reste ouvert le dimanche, la pharmacie, la poste, le café dont on est, sinon un habitué, du moins un client régulier. Alors, ici, les mots difficiles, par exemple, inventaire, c'est-à-dire une liste détaillée d'un ensemble de choses. Et la crèmerie ici, c'est un magasin où l'on vend des produits laitiers et des œufs. On continue avec cette compréhension. Évidemment, on pourrait cultiver ses habitudes, aller toujours chez le même boucher, laisser ses paquets à l'épicerie, se faire ouvrir un compte chez le droguiste, appeler la pharmacienne par son prénom, confier son chat à la marchande de journaux, mais on aurait beau faire, ça ne ferait pas une vie. Ici, c'est selon Georges Perec dans Espèces d'espace, édition Galilée, Paris en 1974. Alors, pour le droguiste ici, c'est une personne qui tient un magasin où l'on vend des produits pour la toilette de la maison, et ainsi de suite. Alors, qui est l'auteur de ce texte? Est-ce que c'est Jacques Prévert ou Georges Perec ou Raymond Queneau ou Honoré de Balzac? Non, c'est Georges Perec.
Oui, excellent. Et quel est le sujet de ce texte? Est-ce que c'est la vie de ferme, ou la vie de ville, ou la vie de désert, ou la vie de quartier? Non, c'est la vie de quartier. Oui, c'est clair et net, Oui. selon le titre. Oui, oui, d'après même le titre, oui. Oui. Et y a-t-il des magasins qui restent ouverts le dimanche et lesquels? Alors, la première réponse, c'est tous les magasins sont fermés le dimanche, ou tous les magasins sont ouverts le dimanche, ou quelques magasins sont ouverts comme le tabac, ou quelques magasins sont fermés comme le tabac. Non, c'est quelques magasins sont ouverts comme le tabac. Oui. Et comment peut-on cultiver ces habitudes? Est-ce qu'en allant toujours chez le même boucher et en appelant la pharmacienne par son prénom, ou en restant toujours devant la télévision, ou en allant toujours au cinéma, ou en allant toujours au cybercafé, selon le contexte? Oui, c'est numéro 1, en allant toujours chez le même boucher et en appelant la pharmacienne par son prénom. Oui. Et aussi, nous avons une question ouverte. Est-ce que tout ça peut faire une vie? Pour moi, c'est oui. Vous êtes libre. Oui, oui. C'est une Je crois question que ouverte. oui, si on a l'habitude de voir les mêmes gens, les mêmes rues, les mêmes magasins, ça forme notre vie. Après un Oui, certain temps, ça forme notre vie et ça sera difficile de la changer. oui, oui, c'est vrai. Alors, pour la grammaire, nous avons ici le plus que parfait. Alors, Marie Curie a eu le prix Nobel de physique en 1903. Elle avait consacré 5 ans à cette recherche. Quand Pierre Curie a rencontré Marie, elle n'avait pas encore fait sa thèse. Alors, Madame Jeannette? Relevez les verbes au plus que parfait. Et là, comme vous voyez dans les quelques lignes que vous avez là, vous avez elle avait consacré 5 ans. Voilà, avait consacré. Et elle n'avait pas encore fait. Alors, vous avez là les deux verbes au plus que parfait. Donc, comment je forme le plus que parfait? Comme il y a l'auxiliaire être et avoir à l'imparfait. J'avais mangé, tu avais mangé, il et elle avaient mangé, nous avions mangé, vous aviez mangé, il et elle avaient mangé. L'exemple 2, c'est avec l'auxiliaire être, j'étais parti, tu étais parti, il et elle étaient partis, nous étions partis, vous étiez partis, il et elle étaient partis. Donc, c'est l'imparfait de l'auxiliaire plus participe passé. Quand utilise-t-on le plus que parfait? Le plus que parfait est utilisé pour exprimer une action antérieure à une autre action au passé. Donc, exemple, dès que tu avais terminé tes études, tu es parti à l'étranger. Tu ne pourras pas partir sans terminer tes études. Au discours indirect, quand je rapporte des faits au passé, exemple, il a dit qu'il avait fait des études en France et qu'il y a vécu 10 ans. Donc, vous avez là deux actions au plus que parfait. Racontez ce qui s'est passé avant. Maintenant, ça, c'est dans votre livre, exercice du livre, page 59. L'an dernier, j'ai enfin accepté d'épouser Adrien. Mais pendant 3 ans, le jeune homme
avait écrit des poèmes. Donc, voilà, vous allez rapporter des faits au passé. Donc, le jeune homme téléphoné, qu'est-ce qu'il va faire? Avait téléphoné. Voilà, très bien, avait téléphoné. Avait invité. Avait envoyé des fleurs. Oui, très bien. Voilà, c'est ça. Il avait téléphoné, il avait invité. Hier, nous avons trouvé l'appartement de nos rêves pendant 2 ans. Donc, c'est une action antérieure à ce qui se passait au passé. C'est plus que parfait parce que c'est plus ancien. Oui, pendant 2 ans, nous avions cherché, nous avions visité, nous avions failli, nous avions abandonné. Voilà. Nous avions cherché. Nous avions visité plusieurs appartements. Nous avions failli acheter d'autres appartements. Nous avions abandonné d'autres appartements. Voilà. Vous avez ici une autre petite notion chez vous. Avant de et avant que et après que. Mettons maintenant la différence entre avant de et après. Pierre Curie est mort avant de finir ses recherches. Qu'est-ce qu'il y a derrière avant de? Un verbe à l'infinitif. Voilà, très bien. Ici, on a avant que. Très bien. Quand avant que, c'est plus subjonctif. Oui. Après maintenant. Après plus infinitif passé. Après avoir eu un accident. Donc, Pierre Curie est mort après avoir eu un accident. Et après que Marie a eu son prix Nobel. Oui. Avant de plus infinitif. Avant que plus subjonctif. Donc, et après, ça c'est la règle, plus infinitif passé. Et après que, je dois trouver un temps plus ancien que l'autre. C'est-à-dire si la première, c'est au passé composé, deuxième, c'est présent. Maintenant, vous allez faire l'exercice du livre après et avant de. J'ai regardé la télé et j'ai mangé. Qu'est-ce que je vais mettre? Alors, j'ai regardé la télé avant de manger. Ou après avoir regardé la télé, j'ai mangé. Très bien. Si je vais utiliser après avoir lu, je vais dire après avoir lu, Oui. j'ai fait un exercice. Voilà, très bien. Et si je vais utiliser avant de, c'est avant de faire un exercice, j'ai lu. Très bien, voilà. Alors, je peux utiliser les deux. Après avoir lu, j'ai fait un exercice. Et avant de faire un exercice, j'ai lu. Très bien. Alors ici, il a réfléchi. Et il a parlé. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, après avoir réfléchi, il a parlé. Ou Oui, avant, et il a réfléchi avant de parler. très bien.
Vous avez travaillé et vous avez fait des courses. Alors, si j'utilise après, je vais dire après avoir travaillé, vous avez fait des courses. Et si je vais utiliser avant de, je vais dire avant de faire des courses, vous avez travaillé. Très bien. Alors maintenant, c'est avec la lecture suivie, le comte de Monte Cristo. Alors, la dernière fois, on a parlé d'une femme qui s'appelle Haydée, qui vient de l'Orient et qui habite dans un appartement isolé dans la maison de comte de Monte Cristo. Et il était son maître et son protecteur. Alors voilà, le comte dit à Haydée qu'elle peut maintenant quitter son costume oriental et vivre à sa fantaisie et Ali la servira. Seulement, il lui demande une chose, de garder le secret de sa naissance et ne plus parler de son passé, ne prononce en aucune occasion le nom de son illustre père, ni celui de sa pauvre mère. Alors ici, le comte de Monte Cristo demande à Haydée de ne plus parler de son passé ou de prononcer le nom de ses parents. Haydée insiste qu'elle ne le quittera jamais car elle est sûre qu'elle ne pourra pas vivre sans lui. Les mois passent ainsi. Un matin, le comte de Morcerf, alors c'est Albert, le fils de Fernand et de Mercedes. Un matin, le comte de Morcerf vient trouver Monte Cristo comme d'habitude, mais cette fois-ci pâle et nerveux. Il voulait se battre avec Beauchamp, le journaliste, à cause d'un texte paru dans son journal. Alors, ici, du contexte, on comprend que le comte de Morcerf et le comte de Monte Cristo se rencontrent d'habitude. Alors, ce matin, le comte de Morcerf est arrivé chez Monte Cristo et il était tout à fait en colère à cause d'un texte paru dans le journal du journaliste Beauchamp. Alors maintenant, on va voir ensemble le contenu de ce texte. Voilà son contenu. Les châteaux qui défendaient la ville ont été livrés aux Turcs par un officier français dans lequel Ali Tebelin avait mis toute sa confiance et qui s'appelait Fernand. Alors, on comprend ici du texte qu'on accuse Fernand, c'est-à-dire le père d'Albert, d'avoir donné les châteaux, d'avoir pris les châteaux parce que Ali Tebelin avait mis toute sa confiance en lui. Albert explique la cause de sa colère, c'est son père servait Ali Pacha et qu'il s'appelle Fernand et qu'on semble l'accuser. Monte Cristo le rassure, c'est-à-dire il le tranquillise, en disant que personne ne sait le vrai nom de son père et le conseille de ne pas donner d'importance à cette histoire. C'est-à-dire Monte Cristo lui dit que on sait le nom du comte de Morcerf seulement, on ne sait pas le vrai nom, Fernand. Alors personne ne va lier entre les deux noms. Albert finit d'accepter et découvre avec le temps que Monte Cristo avait raison, car personne ne semble avoir associé le nom de Fernand avec celui de son père. On raconte que Beauchamp est devenu introuvable et l'on raconte qu'il est parti à l'étranger. Alors l'affaire n'est pas découverte. Alors, le synonyme de fantaisie. Alors, d'après le contexte, on a dit que Haydée peut maintenant vivre à sa fantaisie. Ses désirs, inventions, idées ou raisons. Selon son désir. Oui.
c'est juste, selon son désir. Le synonyme de illustre. Le nom illustre de son père. C'est célèbre, brillant, enrichi, ignoré. C'est célèbre. Oui, c'est célèbre. Alors, il y a deux mots, madame. Oui. C'est célèbre. Et brillant aussi, si jamais je veux dire, c'est dans un autre contexte, on peut dire brillant, mais là, le nom illustre, ça veut dire le nom brillant. Oui. Célèbre. Le synonyme de nerveux, c'est hyperactif, impatient, coléreux ou sensible. Coléreux. Très bien, c'est coléreux. Il était très en colère. Le synonyme de se battre, se réconcilier, se bagarrer, se défendre ou regretter. C'est se bagarrer. Se bagarrer, vraiment, oui. Le synonyme de paru, sembler, répondu, marqué, publié. On a dit le texte paru dans le journal. Publié. Très bien, c'est publié. L'antonyme de rassurer, c'est sécuriser, inquiéter, alarmer ou affoler. Sécuriser. Alors ici, c'est l'antonyme. Alors, c'est inquiéter. inquiéter. Oui. L'antonyme de associer, c'est confondre, concentrer, assembler ou désunir. C'est désunir. Désunir, voilà. Parce que associer, c'est-à-dire lier. L'antonyme de sûr. Infidèle, chanceux, douteux ou certain. C'est douteux. Douteux, très bien. L'antonyme de accepter, c'est décliner, décharger, repousser ou approuver. C'est décliner. C'est décliner, voilà. L'antonyme de accuser, c'est blâmer, innocenter, confesser ou avouer. C'est innocenter. Innocenter, très bien. Alors, maintenant, avec des questions. Le comte a fait 2 prières à Haïdé. Lesquelles? Alors, 2 demandes. Il lui a fait 2 demandes. Alors, c'est de le quitter et quitter son costume oriental et de ne jamais parler de son passé ni prononcer le nom de ses parents. C'est très bien. Question 2. Quelle raison Comte de Morcerf, c'est-à-dire c'est Albert, voulait se disputer avec Beauchamp le journaliste? Alors, il voulait se disputer avec Beauchamp le journaliste car le dernier a publié un texte dans son journal dans lequel il annonce que les châteaux de la ville ont été livrés aux Turcs par un officier nommé Fernand, qui est son père. Oui, très bien. Quel conseil lui donne Monte Cristo et pourquoi? Alors, il lui dit de ne pas donner d'importance à cette histoire, car personne ne liera le nom de Fernand avec celui de son père. Très bien.
Où Beauchamp est-il allé? Alors, il est devenu maintenant introuvable et l'on raconte qu'il est parti à l'étranger. Très bien. Alors, maintenant, avec les situations. Alors, les parents idéaux sont ceux qui cèdent aux caprices de leurs enfants toujours, ceux qui les frappent à tort et à travers, ceux qui dialoguent avec leurs parents en leur montrant les conséquences de leur action, ceux qui sont autoritaires et têtus dans toutes les situations. Vous allez trouver ça dans votre livre, c'est la leçon 14, la notion qui se trouve là. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que c'est numéro C. Oui, Ceux qui bien. dialoguent avec leurs enfants toujours, oui. Bravo, très bien. La mère sage est celle qui utilise uniquement la force dans l'éducation, utilise les punitions sévères et inhumaines pour corriger les défauts de ses enfants, essaye de convaincre ses enfants des conséquences sans avoir recours à aucune sanction pour les corriger, essaye de trouver des corrections proportionnelles à leurs erreurs pour les éduquer mieux, tout en leur parlant. Alors, Oui, c'est numéro D. oui, bien sûr. Oui. Alors, elle essaye de trouver des corrections proportionnelles à leurs erreurs, mais aussi tout en gardant le dialogue et tout en leur parlant. Très bien. Pour mieux éduquer ses enfants, il n'y a pas de règle fixe. C'est selon la situation et les circonstances. Il faut toujours les frapper, c'est la meilleure façon. Il faut toujours céder à leurs caprices et les choyer. Il faut toujours les punir devant les autres pour les humilier. Quelle est la meilleure solution? C'est sûr, la réponse numéro A. Voilà, il n'y a pas de règle fixe selon la situation et les circonstances, c'est vrai. Voilà. La traduction maintenant avec Madame Nermi. Alors, le commerce international et les moyens de communication ont connu à la fin du XXe siècle un grand développement. On appelle mondialisation l'intense circulation des marchandises, d'argent et des informations à travers le monde. Alors ici, on a commerce, c'est Tegora. Siècle, c'est Korn. Développement, c'est Nemo. Mondialisation, c'est l'Aoulama. Les marchandises, le Bado'a. Voilà. Alors, comme ça, en arabe, on peut dire oui, Madame Jeannette. Alors, c'est عرفت التجارة العالمية ووسائل التواصل نموا كبيرا في أواخر القرن العشرين، فالتداول المكثف للإنسان والبضائع والأموال والمعلومات في العالم يسمى العولمة. La mondialisation, c'est un terme très important dans la traduction. Oui. Traduisez en français. كانت الموسيقى دائما فناً ومتعة للعقل ووسيلة لشغل وقت الفراغ، فقد اشتهر المصريون القدماء في العصر الفرعوني بحب الموسيقى التي كانت تستخدم في تعليم الأطفال وفي الاحتفالات وكذلك في الصلوات ودفن الموتى. Alors, on a فناً c'est art, متعة c'est plaisir, وقت الفراغ c'est le temps libre ou le temps de loisir. عصر c'est époque. Ta'lim c'est l'enseignement. Alors
Dafn el-Mauta, c'est l'enterrement des morts. Alors, en français, on peut dire La musique a toujours été un art, un plaisir pour l'esprit et un moyen pour occuper le temps libre. Les anciens Égyptiens, à l'époque pharaonique, étaient célèbres pour leur passion pour la musique. Ils l'utilisaient dans l'enseignement des enfants, dans les célébrations ainsi que dans les prières et l'enterrement des morts. Voilà, c'est très bien.